enchaîner pour la deuxième question, qui est une question qui intéresse tous les médecins, même tous les citoyens, qui est les hémorragies internes et quelques gestes basiques qui peuvent sauver la vie d'un patient. Alors, on va suivre un peu le plan pour essayer de répondre à ces objectifs qui sont définir l'hémorragie interne, les signes révélateurs de cette hémorragie, citer les principales étiologies et puis connaître la prise en charge initiale. Alors, on va commencer par un cas clinique pour se mettre un peu dans le bain. Alors, un patient, c'est un homme, 24 ans, c'est un motard. Il est heurté par une voiture qui roulait à 60 km. Il est amené aux urgences chirurgicales par l'ambulance. Alors, regardez, déjà, quand on déshabille le patient pour voir qu'est-ce qu'on remarque. Alors, regardez, c'est le conducteur de la voiture, hein. Ce qu'on appelle le signe de la ceinture abdominale. C'est la ceinture. Quand on met la ceinture, c'est-à-dire quand on voit la ceinture tracée dans le corps, c'est un signe de la ceinture. C'est-à-dire que le choc était violent. D'accord. Donc regardez, ça c'est juste l'énoncé d'un examen. C'est que ça. Patient heurté, une voiture qui roulait à 60 km. Regardez. Les 10 items, en fait c'est 10, j'en ai laissé 7 questions. Quelles questions proposez-vous à l'ambulancier? Faites votre examen clinique, que recherchez-vous? La tension artérielle est stable, la systolique est à 110, le poids à 100. Il existe une défense modérée et douloureuse des deux hypochondres, interprétez l'iconographie. Quel sera votre traitement à ce stade? Plusieurs heures plus tard surviennent des douleurs abdominales généralisées avec chute tensionnelle importante. La palpation abdominale retrouve une contracture évidente généralisée qui n'existait pas auparavant. Il y a la matité préhépatique a disparu. Quel est votre diagnostic? Quelle est votre attitude? Que recherchez-vous? Alors regardez, l'énoncé, il y en a 3. Patient 60 ans heurté, patient de 25 ans qui est heurté par une voiture. Et regardez les questions d'examen. Ça veut dire que c'est purement théorique. D'accord? Donc il n'y a pas de piège. Donc c'est une attitude qui doit être systématisée. Dans tous les centres du monde, devant un patient qui est heurté par une voiture ou devant ce qu'on appelle un accidenté de la voie publique, il faut être systématique. Donc l'examen clinique, l'interrogatoire rapide, l'examen rapide, faire les bilans et tout ce qui est examen paraclinique de façon rapide et systématique sans oublier aucun examen. Est-ce que vous comprenez ce que ça veut dire quoi systématique? Ça veut dire qu'on doit le faire tous les jours, et ça doit être répétitif et reproductible. C'est-à-dire, voilà, quand j'enseigne ça à un médecin, il va faire la même chose que l'autre médecin. D'accord? Alors, répondant à ces questions, qu'est-ce qu'on va poser à l'ambulancier? Alors, le type de traumatisme, l'heure exacte, point d'impact, tout l'interrogatoire concernant le blessé, c'est-à-dire est-ce qu'il prend des médicaments, est-ce qu'il y a quelque chose de spécial, est-ce qu'un patient qui est suivi à l'hôpital psychiatrique, est-ce qu'il y a une tentative de suicide, bon, alors un peu concernant le blessé, les antécédents, la carte du groupe sanguin, l'état clinique à l'état de l'accident, l'évolution pendant le transport, la notion de perte de connaissance, traumatisme crânio-rachidien et l'heure du dernier repas. Alors, il faut les apprendre par cœur. Les gens du SAMU, les médecins du SAMU, c'est-à-dire les médecins des urgentistes, les médecins qui font face, c'est-à-dire aux patients qui sont issus qui ont eu un accident de la voie publique, ils connaissent ces questions par cœur parce que la prise en charge, elle diffère. D'accord? Alors, je fais un examen clinique et qu'est-ce que je recherche? Alors premièrement, le geste le plus facile et le plus répétitif que tout le monde peut faire, c'est les constantes hémodynamiques. Un patient qui est stable,
la prise en charge devant un patient qui est stable n'est pas la même chose chez un patient qui est instable. Alors la stabilité hémodynamique, c'est les constantes, c'est-à-dire une hypotension avec une tachycardie, c'est une instabilité hémodynamique. D'accord? Donc le patient qui est stable, c'est un patient qui a une bonne tension. Donc ces constantes hémodynamiques, il faut les rechercher toutes les 15-10 minutes. Il faut voir l'état du crâne. Est-ce que le patient est conscient ou pas? L'état des pupilles, est-ce qu'il est en mydriase ou pas? Ça veut dire qu'il est en mydriase, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réflexe bulbaire, ça veut dire que le malade il est déjà en mort cérébrale. L'examen cardiovasculaire, la palpation de tous les os, la palpation et auscultation de tous les axes artériels, l'examen abdominal, la douleur spontanée ou provoquée, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une défense abdominale, est-ce qu'il y a une sensibilité abdominale, et ça c'est différent, d'accord? Une sensibilité, c'est que à la palpation, le patient ressent une petite douleur, et la défense, le patient ne te laisse pas l'examiner tant parce qu'il a mal. D'accord? C'est-à-dire dès que le médecin pose sa main dans l'abdomen, le malade ne le laisse pas examiner, c'est ce qu'on appelle une défense abdominale. Alors, la disparition de la matité en cas de rupture d'organes creux, la matité des flancs en cas d'épanchement abdominal, puis recherche des signes de collapsus pour tension artérielle du reste et la prise de température. Et bien sûr, si on oublie le toucher rectal, c'est zéro à la question. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour ce malade? Il faut l'hospitaliser, repos strict au lit, voie veineuse périphérique, il faut le scoper, ça veut dire faire un monitorage pour surveiller la tension artérielle et le pouls du malade pour voir est-ce que le malade ne va pas faire une instabilité hémodynamique. D'accord? Voir, il faut l'hydrater, donner des antalgiques parce qu'il a mal, il faut le surveiller, c'est-à-dire plusieurs fois par heure, toutes les 15 minutes, parce que si aggravation secondaire, le traitement peut changer. Alors, est-ce que vous avez idée ce que c'est l'hémorragie? Vous avez idée ou pas? Alors, quels sont les organes qui peuvent donner une hémorragie dans le corps après un accident? Les vaisseaux, la rate, le foie. Donc, c'est surtout la rate et le foie. Parce que la rate et l'artère et la veine splénique, d'accord, qui sont longs, et la rate, c'est un organe qui peut être mobile dans le flanc. Donc, au niveau de l'hypocondre gauche, dès qu'il y a un traumatisme sévère, la rate, elle peut se fracturer parce que c'est un organe qui est fragile. D'accord. Voilà. Juste, regardez ce que c'est une hémorragie interne. Alors, regardez à l'ouverture du péritoine. Regardez. L'ouverture du péritoine, regardez comment ça va faire. Alors, le corps humain, il y a 5 litres de sang. Donc, vous imaginez avec, là, juste à l'incision, il y a issu de 2 ou 3 litres de sang. C'est-à-dire que le malade, il va mourir par ce qu'on appelle l'hypovolémie. Il y a une chute brutale des globules blancs, des globules rouges, pardon, du plasma fréquenté, c'est-à-dire le sang total. D'accord? Et regardez, comme quoi le corps, on ne voit rien de l'extérieur. On ne voit rien de l'extérieur. Et regardez, c'est quand on ouvre le péritoine, là on va ouvrir le péritoine, regardez. Regardez ça, c'est une image d'une rate qui est explosée. D'accord? La rate, elle peut donner toute cette hémopéritoine. Alors, hémorragie interne, c'est un saignement qui est non extériorisé. Vous avez vu le malade, on dirait qu'il n'avait rien. Quel que soit son siège, il entraîne un état de choc avec défaillance circulatoire pouvant causer la mort.
Ça peut être spontané ou provoqué, et l'abondance est variable. Donc il faut faire la différence entre un collapsus, ça veut dire une baisse de la tension artérielle sans souffrance viscérale, et l'état de choc, c'est-à-dire la souffrance viscérale. Alors, je vais juste ouvrir une parenthèse pour vous dire, les organes, ils ont besoin de sang. Tous les organes. Le cœur, le cerveau, les reins, le foie, les poumons. D'accord? Et les muscles, la peau. Alors, le cœur, il donne le sang par priorité. Organe noble, le premier organe noble, c'est le cerveau, parce que c'est lui qui nous laisse conscients. D'accord? C'est-à-dire que si le sang brutal tombe, c'est-à-dire dès que le sang n'arrive pas assez au cerveau, on va tomber dans les pommes. C'est pour cela que la chute brutale, c'est pour cela que les patients ils s'évanouissent. D'accord? Donc le diagnostic, il est clinique, parce que le patient il va faire deux signes. C'est les deux signes qui témoignent d'une hémorragie interne, c'est ce qu'on appelle. Les deux signes, c'est quoi? L'hypothymie et... Bon, vous avez oublié. Donc le diagnostic d'une hémorragie interne est clinique. Le pronostic, il dépend de la durée, de l'intensité du choc et la rapidité et du diagnostic et du traitement. Les signes de l'hémorragie peuvent être au niveau de l'abdomen, thorax, le crâne, l'hémorragie non extériorisée, c'est-à-dire du tube digestif, alors tout cela. Donc la physiopathologie, ça c'est très important, l'hémorragie se caractérise par la perte à la fois du plasma et des globules rouges, c'est le sang total. On va essayer de comprendre comment ça se passe. Alors il y a une chute brutale du sang, d'accord? Il y a une perte de plasma. Le plasma c'est là où il y a le protéine. Donc quand il y a le protéine, il y a la pression est diminuée au niveau des vaisseaux, donc il y a une hypovolémie. Très bien. Donc l'hypovolémie, elle va donner quoi? C'est-à-dire le cœur, il va dire comme quoi il n'y a pas assez de liquide, donc il va travailler plus. Ça va donner une augmentation de la fréquence respiratoire, de la fréquence cardiaque. Ça veut dire une tachycardie. Ça veut dire le cœur, il va fonctionner rapidement pour pouvoir donner de la même quantité qu'il donnait avant les organes vitaux, c'est-à-dire le cerveau, le foie, le cœur et les poumons. Donc la tension, elle va diminuer. Alors il y aura une vasoconstriction splanchnique. Pourquoi? Parce que les vaisseaux, en fait, ils vont se dire comme quoi il n'y a pas assez de sang, peut-être qu'on est dilaté. Non, ça veut dire une vasoconstriction, donc on va se réduire. Alors pour réduire, pour se dire comme quoi il y a la même quantité de sang dans le corps. D'accord? Alors, donc les vaisseaux au niveau des reins, ils vont se fermer. Donc le rein, il n'y aura pas de réabsorption, donc il n'y aura plus d'urine. D'accord? Donc on va tomber dans l'oligurie et c'est l'insuffisance rénale qui est fonctionnelle au début, mais incertainement, elle devient organique. D'accord? La perte du globule rouge, ça va donner une diminution de l'hémoglobine. D'accord? Alors, diminution de l'hémoglobine, le patient va devenir pâle. Très bien. Donc, il y aura l'hémoglobine, elle transporte quoi? L'oxygène. Donc, il y aura une hypoxémie. Donc, l'hypoxémie, c'est-à-dire que même le sang, c'est-à-dire le cœur, le sang qui va envoyer vers le cerveau, il va être en manque d'oxygène. Donc, il y aura une souffrance cérébrale et les signes neurologiques, et c'est ce qu'on appelle le coma. D'accord? Donc la gravité du choc, elle dépend bien sûr de la durée, de l'intensité. Ça c'est normal, un patient qui a saigné 3 litres, c'est pas comme un patient qui s'est coupé les doigts. Donc il y a deux notions qu'il faut comprendre, c'est le choc compensé et le choc non compensé. Alors dès quand, en général, il y a 5 litres de sang. C'est-à-dire le 20%, c'est 1 litre. C'est-à-dire à partir de 1 litre, les problèmes commencent à devenir plus sérieux. Donc moins d'1 litre, alors il y a une mise en jeu des mécanismes qui compensent ce manque. D'accord? C'est-à-dire la tension artérielle, au début, elle va augmenter. C'est-à-dire au début, elle va augmenter pour essayer de garder le même rythme, d'accord, de vascularisation des organes vitaux. Donc il y a une accélération du pouls, l'activité myocardique va augmenter
il y a une vasoconstriction périphérique. Donc pour tout cela, pour protéger les organes nobles. Alors quand ça dépasse 20%, alors là l'hémorragie est massive et soudaine. Donc les mécanismes sont dépassés. Donc là, il y a le choc se prolonge, c'est ce qu'on appelle le choc irréversible et qui peut évoluer vers le décès. Donc quand il y a un état de choc, alors là, c'est d'autres mécanismes c'est-à-dire quand le choc est là, c'est-à-dire le patient il est choqué. Donc il y a une vasoconstriction en indice splanchnique et des muscles, c'est-à-dire que tous les organes qui ne sont pas vitaux, d'accord, il y a une vasoconstriction, c'est-à-dire ils veulent plus de sang, c'est-à-dire ils ferment les vaisseaux de l'entrée du sang. Par exemple, l'artère rénale, elle se contracte, et c'est-à-dire il y a une vasoconstriction de l'artère rénale, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de sang qui rentre pas plus de sang, mais un tout petit peu, par rapport, par exemple, si le débit est d'1 litre, il y aura 100 millilitres qui va rentrer. D'accord? Les muscles aussi, les muscles parce qu'ils ne sont pas vitaux, les muscles. D'accord? La peau, tout ce qui est périphérique. Donc, vasoconstriction splanchnique et des muscles, donc il y a une diminution et perfusion des tissus en oxygène. Il n'y a plus d'oxygène qui arrive. D'accord? Alors, quand il n'y a plus d'oxygène qui arrive, c'est ce qu'on appelle, le nom c'est l'ischémie. Alors, quand il y a l'ischémie, il y a la libération des substances, ces radicaux libres qui sont toxiques pour le corps. D'accord? Et les radicaux libres, quand ils vont passer dans le sang, ça va donner quoi? Une vasoplégie. C'est-à-dire parce qu'il y a des radicaux libres. Pourquoi il y a des radicaux libres? Parce qu'il y a une vasoconstriction. Donc le muscle, il va dire non, je vais libérer ces radicaux libres pour faire une vasoplégie, pour pouvoir avoir de l'oxygène. Donc la vasoplégie, elle va atteindre tout le corps. Donc au lieu, le malade, il est en vasoconstriction pour les 3 litres qui restent, le cerveau il va se dire comme quoi, avec ces 3 litres, si je mets une vasoconstriction dans tout le corps, je vais avoir l'impression d'avoir beaucoup de sang. Et quand les radicaux libres vont être sécrétés, il y aura une vasoplégie. Et la vasoplégie, c'est comme si on prenait une bouteille de 5 litres, c'est-à-dire une bouteille d'1,5 litre d'eau, et on la jette dans une bouteille de 5 litres. Donc, il n'y aura plus de sang pour le corps. D'accord? Donc, la vasoplégie, ça va aggraver ce choc. Et là, ce qu'on appelle un cercle vicieux. Donc, il faut le casser pour traiter ce patient. Donc, il faut le rompre. Et le problème, c'est que quand ça touche tous les organes, ça devient une souffrance pluriviscérale ou multiviscérale. C'est la défaillance multiviscérale qui est synonyme d'un état de choc grave. Alors, les 2 signes qu'il faut apprendre aussi par cœur, c'est la syncope et la lipothymie.